qua sicuramente ne noto l'esterno. Pardon pour ce petit problème technique. Je vais essayer de parler lentement. J'ai fait le PowerPoint en anglais, un peu en anglais, un peu en français. C'est le mixing. On est OK avec le mixing aujourd'hui, non? Je suis très heureuse d'être aux côtés de Anna Delfina, qui a été très important pour nous tous depuis très longtemps dans notre travail. Je remercie Giulia Pizzoletto, qui était mon ancienne doctorante, qui, grâce à elle aussi, m'a permis de rencontrer Marie D'Agostino, que je remercie pour l'invitation. Je vais essayer de vous parler de mon travail à travers une question qui est un petit peu décalée par rapport à l'approche générale de la sociolinguistique, qui est une question de linguistique anthropologiste et qui est aussi celle de Monica Heller. Que font les gens quand ils parlent? What do people do when they talk? Dans une conférence à Bergen, j'avais posé la question aussi du silence dans les performances, dans les discours et dans les récits, des dimensions idéologiques qui sont en jeu à travers les questions de migration, exil. Tous les termes vont pouvoir être discutés. Ce n'est pas l'objet peut-être ici, mais aujourd'hui je voudrais parler de la question éthique et épistémologique du chercheur quand il travaille sur ces questions et sur notre positionnement. Qui parle pour qui? De quel droit nous parlons pour les migrants? Pourquoi nous parlons pour les migrants? Quelle position nous avons? Et quelle légitimité la catégorie migrant existe? Pourquoi cette catégorie doit-elle être unifiée? Pourquoi des milliers de gens vont être l'objet d'une étude en tant que catégorie uniquement parce qu'ils ont traversé des pays, qu'ils ont pris la route et qu'ils ont une expérience commune, oui, mais nous, au nom de quoi on va unifier cette catégorie? C'est une des questions que je voudrais poser aujourd'hui et qui touche à une autre question qui est le mot donner, giving a voice. Donner, soi-disant, nous allons donner la parole. Nous allons donner à qui, pourquoi,
Et de quel droit nous donnons la parole? Et quelle parole? Et dans quel contexte? Et pourquoi? Bon, ce sont des questions épistémologiques et éthiques qui me semblent très importantes aujourd'hui parce qu'on a une dimension assez importante de discours qui viennent parler pour les gens. Évidemment pas tous, il y a des chercheurs qui ne le font pas et qui prennent le temps de contextualiser, historiciser et surtout un des objectifs qui est celui que je tends à faire, à réaliser, on ne réussit pas toujours. Il ne s'agit pas de dire que nous-mêmes on a travaillé selon des approches à certaines époques qu'aujourd'hui on n'accepte plus. Donc ce n'est pas une question, disons, du chercheur qui est au-dessus et qui va savoir ce qu'il faut faire. On est dans un processus, nous-mêmes, tous, idéologisés, avec des idéologies. Donc la question c'est d'en être conscient, de travailler ça et de voir pourquoi le chercheur, comment le chercheur pourrait éviter de parler pour les gens, mais d'écouter, la question de l'écoute me semble très importante, et notamment d'écouter ce que les gens ont à dire eux-mêmes avant que nous leur posions la question. Donc, écouter, ça ne veut pas dire qu'on est capable de bien écouter, mais c'est aussi recontextualiser, travailler sur les contextes de production des discours, de ne pas être à l'initiative des interactions, mais de réfléchir à travailler avec les interactions qui existent déjà et qui sont construites par les personnes. Donc je vais parler de quelques cas, du Mali où j'ai travaillé longtemps, du Cap-Vert aussi, où j'ai fait des films. Je vais essayer de montrer quelques exemples de films. Le premier point concerne le listening and hearing. Donc c'est la question d'entendre et d'écouter et de chercher à comprendre comment les gens décident à un moment de prendre la parole ou de faire quelque chose. Donc d'agir, l'action est très importante. On la trouve partout, en fait, quand on cherche. On la trouve notamment dans le milieu artistique, on va le voir tout à l'heure, dans des films qui vont être des pièces de théâtre ou des performances qui sont réalisées par les personnes elles-mêmes. Donc, ma position, celle que je propose à discuter, c'est d'être toujours sur le qui-vive, d'être toujours en alerte pour construire des ethnographies ou des anthropographies. Je préfère anthropographie parce que j'ai du mal avec le mot ethno, mais on peut discuter, pour construire avec les personnes des choses, mais aussi à partir de ce mouvement entre les pays différents. On dit pays premier, pays d'origine, peu importe, c'est pas forcément l'origine, mais qu'est-ce qui se passe dans les pays? Et c'est ça qu'on a fait à travers une recherche sur l'hétérogénéité constitutive des pratiques langagières dans le cadre d'un projet ANR en France qui ressemble au projet ici, c'est le même type de projet financé par la France, qui avait pour but de travailler sur la circulation des récits, des discours. Et ma proposition, c'est de sortir d'un modèle évidemment homolingue, homogénéisé, que moi j'ai nommé l'ordre de la langue. Je crois qu'on partage tous ici cette perspective, et de travailler sur la réflexivité. Donc le projet, c'était un mi-primo, et qui nous a permis de faire pas mal de travaux et auquel Giulia Pizzolato avait participé avec sa thèse, qui, elle aussi, allait interroger les idéologies langagières
entre le Sénégal et l'Italie. Donc on était vraiment dans ce jeu tout le temps des différentes positions. Il y a beaucoup d'exemples qui peuvent être pris pour travailler la question de la mise en scène et du discours qui vient des personnes elles-mêmes sur la migration. Au Mali, où j'ai travaillé beaucoup sur Kanouté Kabizako, par exemple, qui est une pièce, c'était un one-man show, qui mettait en scène la question de la migration. Qu'est-ce que les gens, et là en l'occurrence cet acteur, avait à dire de de la question migratoire. Je ne vais pas m'attarder sur ce cas, mais je vais prendre un autre cas qui est en France, Ahmad Gamal, qui a écrit un texte qui s'appelle « Le français du CADA ». Le CADA en France, c'est les centres administratifs des demandeurs d'asile. Et il a dit que, par exemple, lui, il écrit « Nous avons pris l'habitude de nos manières de parler qui nous permettent de faire un débat très long sur nos vies, je cite, les raisons pour lesquelles nous sommes venus en France, les comparaisons entre nos pays politiquement et culturellement et socialement, sans difficulté en termes de la langue. Ainsi, nous parlons de sport, etc. Nous avons même l'impression que nous parlons dans nos langues maternelles quand nous parlons en français entre nous. » Et donc là, on voit bien qu'il montre qu'il y a une langue commune qui n'a rien à voir avec le français et il tente de l'expliquer. Et ça me paraît très important de voir comment une personne va elle-même justifier des pratiques multilingues. Une autre pièce de théâtre, peut-être que certains connaissent, qui est Essinga, au Mali, qui a été faite par un groupe qui s'appelle l'Arasem. Ah, si les vidéos marchent, j'espère. Parce qu'avec ce système, ça va être peut-être compliqué. Oh non. Bon, c'est dommage si la vidéo ne marche pas. Je pourrais vous montrer peut-être après, mais il s'agit d'une pièce de théâtre qui a été créée par un groupe de jeunes au Mali et réfugiés expulsés à la frontière et qui ont créé une pièce autour de leur... Bon, et je vous donne quelques extraits. C'est dommage parce que la question de la mise en scène était très intéressante, où on voit qu'ils vont utiliser justement une multitude de termes, d'expressions qui concernent leur trajet, justement pendant du Mali jusqu'à l'Europe. Donc il y a de l'arabe, il y a de l'espagnol, il y a une polyphonie importante puisqu'il va y avoir un dialogisme constant autour des phrases qui sont dites par les policiers, par les passeurs, par eux-mêmes, les relations entre eux. On a des discours aussi métapragmatiques. Par exemple, celui-ci, le Cœur de Lion, qui dit « On a constaté en Afrique que quand l'Africain est content, c'est là, il parle anglais. Regardez, quand il est fâché, il parle français. Ce sont les Français qui finissent toujours, etc. » C'est-à-dire que toutes ces questions de mise en scène du langage sont déjà présentes dans les réalisations artistiques, des personnes concernées. Il y a un jeu sur les frontières aussi au niveau du français. Je ne vais pas m'attarder sur ces exemples, mais on voit bien que la pièce Essinga, elle s'inscrit dans l'expérience plurielle du langage. Elle est traversée par les imaginaires sur la mobilité, sur la parole, le jeu des frontières, et elle met sans cesse en écho une multiplicité de voix, voices, qui sont très importantes pour comprendre la perception des personnes elles-mêmes des pratiques langagières. Et donc j'avais appelé cela à l'époque translangagière.
mais je reviendrai sur mon expression du langagère. Mon deuxième point concerne les productions que le chercheur peut lui-même engager. Donc le premier point, c'était sur aller chercher des pratiques, aller chercher des constructions par les personnes elles-mêmes. La deuxième possibilité, c'est de construire avec les personnes qui ont envie de faire quelque chose. Je ne vais pas m'attarder sur le cas de Nicolas May, mais il est italien, je crois que peut-être vous le connaissez, c'est un anthropologue qui a fait un film très intéressant sur, je vais en parler après, sur cette question de la migration à Marseille. L'idée, c'est de créer ensemble des objets artistiques ou pas. Ça peut être, tout à l'heure on a vu des dessins, on a vu des discussions, on a vu des élicitations. En ce qui me concerne, ce sont des films documentaires ou inventés avec les personnes, mais qui, et celui qu'on verra ce soir sera le cas, de films qui sont la plupart du temps issus d'un désir commun. Le but, c'est évidemment de travailler avec les gens et pas sur les gens, et d'essayer de voir comment les personnes ont envie, elles, de se représenter. Ça, c'est un exemple du film de Nicolas May, qui était très intéressant, qui s'appelle Samira. Il en a fait 3. Bon, je pense qu'on ne va pas voir tellement plus non plus mes extraits. Ah, si, là, on voit un petit peu. C'était juste... Des informations sur les éléments. Bon, je ne vais pas vous faire écouter plus, mais c'est juste intéressant de voir comment Nicolas May a reconstruit son travail ethnographique à travers un film qui en fait est un film de fiction avec un acteur qui va jouer le rôle de l'informateur, de celui qui raconte sa vie. Et donc on va avoir différentes scènes de récits dans le cadre institutionnel, dans le cadre médical et dans le cadre plus, disons, amical avec Nicolas May. Donc il y a une véritable dimension performative qui suppose de prendre en compte la dimension des effets. À quoi ça sert le travail que nous faisons si les personnes n'en ressentent pas les effets pour eux qui leur semblent les plus justifiés. Donc là, en l'occurrence, il a travaillé sur cette question. Alors, bon, le mot agency est très à la mode, c'est pas forcément le mot que j'utiliserais, mais en tout cas, les dimensions de subjectivation sont intéressantes. Moi, j'avais fait une petite chose dans les années 2010 avec une personne qui s'appelle Massamati Diabaté, qui a voulu faire un film de fiction avec une jeune Française. Et nous avons fait, parce qu'à l'époque, c'était le moment où ils étaient dans un lieu qui s'appelait le ministère des Sans-Papiers à Paris, rue Baudelaire, qui était un lieu d'activisme très fort pendant une année, et où on a inventé un petit film parce que Massamaka Diabaté était très intéressé, et il a, voilà, ça c'était le lieu justement réel où les gens étaient en période véritablement de demande des papiers. Ils ont créé un syndicat interne qui n'était pas un syndicat existant, et donc on a fait ce film qui a permis de dépasser un certain nombre de préjugés qu'il avait. Enfin, ça a été très intime. Je passe à un autre film que j'ai réalisé, cette fois au Cap-Vert, qui s'appelle Il y a des Moudières, celui des femmes, qui était là centré sur les femmes. Je vais prendre un peu plus de temps pour ce cas, parce qu'il était important pour moi de travailler la question des migrations et des récits, mais sans que je ne demande quoi que ce soit, c'est-à-dire à travers une chose qui existe
au Cap-Vert et sur l'île de Santiago qui s'appelle le batuco. Le batuco, c'est une forme narrative à la fois de performance, de danse et qui nous a permis, avec Jacira Pinto, qui est là à l'écran, qui est une amie qui a décidé elle-même de faire le tour de l'île de Santiago pour faire un film qui va être notre film qui s'appelle L'île des femmes, pour comprendre pourquoi des femmes font le batuque. Et donc en fait, elle va partir et elle va créer elle-même. Là, elle se décrit, elle dit qui elle est, et c'est elle qui va prendre le film en main et qui va aller donc sur différentes îles. Je vais vous montrer un extrait. Donc le bateau que peut-être vous ne connaissez pas. C'est une pratique de femmes c'est une pratique de femmes de percussion, de chant et de danse et qui se manifeste, je vais en parler plus longuement après, à travers, dans toute l'île, à travers des regroupements d'associations de femmes. Mais c'est une pratique qui existait avant et qui était aussi une pratique d'hommes contre les colons, contre les esclavagistes, et qui est donc une pratique très ancienne d'esclaves que les femmes ont reprise. Et donc on a créé toute une histoire autour de ça, et part à la recherche d'autres femmes qui font du batuque, et on a rencontré un grand nombre de femmes qui font du batuque et qui vont nous proposer, qui ont écrit sans écrire, mais qui ont créé des textes. Je vais revenir après à ça. C'est un genre qui est assez marginalisé. Quand je suis arrivée au Cap-Vert, on m'a dit non, ça n'existe plus, ce sont des performances qui sont maintenant, qui ont disparu, alors que c'était très marginal, mais très fort pour les femmes qui étaient elles-mêmes très conscientes, très imprégnées par la question de la migration. Et donc dans les petits récits qu'elles font, elles parlent de beaucoup de choses, mais elles parlent beaucoup du fait que leurs enfants, leurs maris, leurs pères, leurs mères sont partis. Et donc c'est intéressant de voir aussi qu'est-ce que veut dire la migration pour les femmes qui restent. Et qu'est-ce que ça nous dit dans les récits des effets de la migration sur les trajectoires. Donc c'est une approche qui suppose de faire un agir commun, a common action, peut-être on peut traduire comme ça, qui fait que le chercheur est à la disposition des personnes qui créent des choses. Et que là, en l'occurrence, c'était la possibilité de faire un film qui a permis aux filles de tous les groupes du batuque de passer à la télévision au Cap-Vert. Bon, le Cap-Vert, c'est petit, donc ça a été un film qui a été beaucoup diffusé, qui a permis aux filles de construire ensuite avec les films, les rushs, leurs batuques, et de partir ailleurs en Europe, présenter le batuque. Il y a eu tout un circuit qui a permis aux filles qui faisaient le batuque de continuer le processus et de construire leur batuque comme non plus des choses uniquement marginales, mais des produits aussi de subversion, puisque je vais vous expliquer après. Le nouveau discours aussi de ces femmes, à travers le batuque, c'est de reprendre la dimension subversive, mais pas seulement, plus contre les colons ou les esclavagistes, mais contre les hommes. On va voir ça après. Donc, avant de venir au détail, j'ai parlé de cette expérience de ce que j'appelle le langagière.
que vous pouvez retrouver partout. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous apprennent ces performances? Elles nous apprennent à regarder et à travailler, à étudier les conditions de production des discours, des récits et des pratiques culturelles. La notion de langagière est toujours en travail pour moi, mais c'est ce qui me permet d'étudier la relation, le rapport entre le sujet écoutant, the listening subject et the speaking subject, et leur rapport vis-à-vis du langage. Je peux vous donner les références sont dans les livres ici, si vous avez besoin. On a écrit avec mes anciens doctorants un livre sur tous ces processus. Le processus d'indexicalité qui est très connu aux États-Unis par le biais de la linguistique anthropologique de Chicago, avec les chercheurs avec lesquels je travaille, Sue Verstein, Susan Gad, Judy Irvine, etc., Aga, sont intéressants à repérer pour comprendre comment le déjà dit, la question justement de l'ensemble des contextualisations, des intextualisations qui sont présentes, par exemple là, je reviens à Essinga, la pièce de théâtre, toutes ces indexicalités vont nous permettre de comprendre donc à quoi font référence les personnes qui elles-mêmes décident de mettre en scène, par exemple, leur voyage. Et quand elles mettent en scène leur voyage, elles nous disent d'autres choses que celles qu'elles nous disent quand on fait des entretiens, des interviews. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent par exemple que l'indexicalité, que la question du colonialisme, du post-colonialisme est toujours très présente. Et du coup, on a sans cesse des références dans le texte à la question coloniale, à la question des chefs d'État africains qui sont convoqués. Je donne un exemple de Cœur de Lion qui dit « Ton président n'a pas délivré circulation l'autre jour à la télé ». Mais ils disent, et qu'est-ce qu'ils font? Donc là, on a toute une manière aussi dans la pratique langagière, parce que ce n'est pas évident ce n'est pas un français normé, c'est un français qui va être utilisé spécifiquement pour cette pièce de théâtre et qui renvoie aussi à des pratiques langagières marginales, et qui sont marginalisées, qui sont très courantes, mais qui sont marginalisées, et qui vont entrer ensuite en résonance avec d'autres questions politiques, d'autres questions aussi sur, notamment, je passe, parce que j'ai fait beaucoup d'exemples, mais je vais à la fin de la pièce de théâtre, il y a un des acteurs qui va vraiment prendre la parole et faire un discours, et il va parler du voyage de la honte. Donc, il va dénommer lui-même le type de voyage, la manière avec laquelle linguistiquement il veut qu'on le définisse, discursivement. La façon dont il aussi préfère être nommé. Nous, on a toujours, les chercheurs se disent, qu'est-ce qu'on veut? Comment on va nommer les personnes? Des migrants, des exilés. En France, tout le monde a choisi le mot exilé. Bon, pourquoi plus exilé que migrant, etc. Là, en l'occurrence, le débat, il est clos par eux. Ils disent, mais comme vous êtes des clandestins et des noirs en plus, ça c'est un propos de policiers, et eux-mêmes répondent par la voix de Cœur de Lion, parce que nous sommes noirs, c'est ça le racisme, vous êtes des Africains aussi, je ne suis pas voyageur, je ne suis pas vagabond. Et à la fin, Roméo dit « Le parcours de clandestin, comme le disent les gens, mais nous nous appelons les voyageurs parce que nous estimons qu'il est normal que nous puissions nous déplacer. » Ça veut dire qu'il choisit la nomination pour eux de voyageurs. C'est-à-dire que nous, si nous suivons sa demande, nous devrions par exemple choisir le terme de voyageur. Pourquoi spécifiquement dire migrant? Pourquoi dire exilé, si des personnes qui elles-mêmes désirent se nommer voyageurs? C'est le cas de Roméo qui va politiquement affirmer cette demande et qui va demander qu'on ne cesse de l'appeler autrement.
Donc ce sont des éléments très importants parce que je pense que cela nous permet, nous, chercheurs, de comprendre aussi à quel point la réflexion est extrêmement avancée chez les personnes elles-mêmes. Et donc c'est toujours ce rapport de l'écoute et de celui qui parle, mais ce n'est pas non plus d'entendre ce que nous voulons entendre. C'est vraiment, c'est pas, il y a Miyako Inoue qui a écrit The Listener Subject, qui a écrit un très beau texte là-dessus. Donc c'est très important aussi de savoir quel type d'écoute et comment ce langagière se construit et qu'il n'est pas nécessairement attribuable à des messages, à une vision de la langue comme mot d'ordre, comme on peut le voir. Je ne sais pas du tout, j'en suis au niveau du temps, vous m'arrêtez quand je parlais trop. Je vais juste finir sur le total sémiotique fact de l'île des femmes pour revenir sur le langagière. Pourquoi, pour moi, c'est une expérience du langagière? C'est qu'elles vont créer, ces femmes, donc dans chaque groupe, il y a plein de groupes au Cap-Vert, des performances qui sont toujours singulières. Parce qu'elles inventent des textes, elles vont inventer leur groupe, elles vont inventer leur manière de danser, de se vêtir, d'une façon très intéressante et qui va nous obliger à nous questionner, nous, les chercheurs, sur ce que c'est que cette dimension du corps, de la voix, du rythme, de la danse, donc ce fait sémiotique total. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la question de la migration et notamment du rapport homme-femme? Je donne juste quelques clés parce que j'ai peu de temps, mais les hommes au Cap-Vert sont ceux qui partaient le plus. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de femmes, mais c'est aussi ceux qui partent, qui abandonnent leurs femmes et qui vont se marier parfois ailleurs. Et donc, il y a au Cap-Vert un grand nombre de femmes qui se plaignent de leur mari. Donc je vais juste donner un petit exemple de celui-ci. Un dia sedumba visita mikum amiga. Bon, je ne vais pas le dire en créole capverdien, mais c'est très important parce qu'il y a le rythme, il y a toute la dimension prosodique. Et ce sont des très courts récits que les femmes créent, mais qui vont avoir une force performative très forte parce que c'est très court, mais ça résume une petite histoire de vie. Un jour, de bonne heure, je suis allée avec une amie rendre visite à quelqu'un, mais je ne savais pas que cette amie était ma rivale. Je lui ai dit que j'étais pressée, elle m'a dit qu'elle allait chercher une voiture. Quand elle est revenue avec la voiture, j'ai vu qu'il y avait un homme à ses côtés. Je l'ai ailé en disant « Psst ». Il ne s'est pas dérobé. Quand l'homme s'est retourné, c'était le visage de mon mari. Donc ce sont des histoires très tragiques de femmes dont les maris ont pris d'autres femmes, ou bien dont les fils sont partis et ne sont jamais revenus vers leur mère, et qui, du coup, sont des petits récits qui comportent de nombreuses indexicalités et qui sont, du point de vue de la prosodie, extrêmement importants. Bon. J'ai écrit ensuite un livre avec l'ensemble des textes, si certains sont intéressés, pour comprendre justement la construction de ces petits bateaux. L'important pour moi, c'est de travailler sur les processus beaucoup plus que sur les catégories. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette dimension de la singularité de l'ensemble sémiotique qui est la voix, le corps. Et c'est pour ça que je fais des films avec les personnes, parce que c'est ce qui me semble aussi important de montrer comment cet ensemble est une praxis sociale. Le but est de provincialiser la langue, c'est le titre d'un de mes derniers livres, Provincializing Language. Mais la langue au sens de la langue en français, on a en italien aussi, vous avez la langue. Donc le but c'est de changer le focus et de changer du point de vue épistémologique la vision que nous avons des pratiques langagières comme praxis qui vont donc transformer la société. Le but de mot praxis langagière, c'est vraiment dans cet esprit
C'est-à-dire qu'il y a une dimension sociopolitique qui ne peut pas être dissociée des pratiques engagées. Donc, c'est de laisser cette vision du langage, donc que ce soit des registres de la langue, quels que soient les termes, mais comme des catégories, mais de travailler sur les processus justement d'indexicalisation des questions sociales, politiques, culturelles, et en l'occurrence coloniales, puisque la question coloniale est centrale dans notre travail. En France, en tout cas, on retrouve encore les effets pervers de la dimension supposée interculturelle, puisque dans interculturel, c'est comme dans mélange de langues, il faut qu'il y ait supposément des unités homogènes de deux côtés, qui fait qu'après, ça se mélange. Et là, ça me pose un souci, parce qu'il y a une dimension idéologique qui a été beaucoup travaillée aux États-Unis. Je ne vais pas développer plus, parce que c'est quelque chose sur la dimension interlocutive et pragmatique qui a déjà été fait, mais donc à laquelle je me réfère. Je vais souvenir, je ne sais pas, j'ai dépassé. C'est terminé, hein? Oui. Ah, 5 minutes. Bon, alors, j'ai été très vite parce que j'avais peur de ne pas avoir le temps, mais ces questions idéologiques, puisque c'est le thème de la discussion aujourd'hui, elles sont importantes, et pour moi, ce que j'essaye de vous montrer aujourd'hui, c'est que la seule manière d'éviter de parler pour les gens et d'entrer sans qu'on s'en rende compte dans des considérations très idéologiques, c'est vraiment déjà de faire des travaux qui sont... Alors c'est difficile pour les doctorants parce que vous n'avez pas 10 ans pour travailler, c'est le privilège des vieux, c'est de travailler pendant longtemps, faire des anthropographies, des ethnographies qui soient très longues et qui permettent de comprendre l'ensemble des liens et des indexicalités à l'histoire, à la société. Et pour ça, il faut rester longtemps dans les endroits pour faire ces liens, pour comprendre et comprendre comment ils sont opérés. Et donc ça, c'est un premier point méthodologique classique. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'on écoute et comment on écoute les personnes concernées et les personnes qui ont des choses à dire, qui ne sont pas pré-catégorisées par nous, mais qui vont faire l'objet peut-être d'un travail commun. Et ce travail commun, dans le cadre du film que j'ai fait en Cap-Vert, il a commencé à être très fort, puisque là c'est Jacques qui elle-même a pris le film en main et qui elle-même a posé des questions. Si c'est moi qui avais posé ces questions, je n'aurais jamais eu les mêmes réponses, évidemment, des autres femmes. Et donc elle a pris en main, ensemble, nous avons mené ce film, nous avons été dans les différents lieux. Et la question du rapport homme-femme, il est né grâce à Jacques. C'est pas moi, je ne l'avais pas imaginé. Ce lien entre migration, exil, départ, voyage et la relation de genre, la question du genre. Par contre, ce que ça nous apporte, ce travail collectif, c'est aussi de pouvoir ensuite travailler ensemble à l'analyse. Ça, c'est ce que je fais actuellement depuis 15 ans dans un quartier Rome, en Bulgarie. Là, je ne travaille plus sur ces questions de migration, je travaille sur la question de l'anti-tsiganisme dans les quartiers Rome et dans un certain pays comme la Bulgarie, mais c'est partout, hein, l'anti-tsiganisme. Et donc, je travaille sur... on réalise aussi des documentaires ensemble avec des femmes. Et on voit combien cette manière de travailler n'est pas quelque chose qui doit être prémédité par le chercheur, mais aussi qui est le fruit du hasard. Et donc ça, c'est un deuxième point très difficile pour les doctorants, parce que le hasard, bon, il faut avoir le temps de l'attraper. Le hasard, le moment où quelqu'un, par exemple dans mon cas, dans le quartier Rome, où une femme me dit « j'ai écrit des textes et je ne les ai jamais montrés à personne, je veux les montrer, je veux te les montrer ». Et ça, bon, on ne peut pas le prévoir. Donc, cette question d'anthropographie, pour moi, est très importante.
c'est-à-dire de sortir d'une approche classique avec des entretiens, etc. Parce que du coup, les résultats n'ont rien à voir. Et je peux le dire parce que j'ai fait les deux dans ma thèse à l'époque où on faisait des discussions, des enquêtes sur le modèle classique. Mais quand on travaille autrement, finalement, ça prend un peu plus de temps peut-être, mais les résultats sont beaucoup plus riches. Voilà. Je vais pas en dire plus. Vous pouvez, bien sûr, on peut discuter de tout ça après. J'espère que c'était clair. Désolée de ne pas parler italien, je me répète. Grazie davvero molto a Cecilia per questa bellissima e ricchissima presentazione. Come avevo detto, rinviamo dopo le considerazioni, anche se ci sarebbe tantissimo da dire. Ho anche segnalato alcuni aspetti in consonanza con il nostro lavoro. Mi limito a dire soltanto che ha colto esattamente il problema, il nostro problema, che è quello di fuoriuscire per poter, prima di parlare di approcci metodologici diversi, bisogna fuoriuscire dal quadro epistemologico e teorico che vede la lingua come un oggetto precostituito prima delle concrete pratiche intersoggettive. Ne parleremo poi dopo la relazione di Anna Lefina, che ho il piacere proprio di presentare in quanto non solo collega ma anche amica della Georgetown University. Non diremo nulla rispetto alle cose americane perché altrimenti Anna si adonta troppo. Mentre il proto Alessandro prepara il PowerPoint, dirò che Anna Regina presenta una comunicazione che è molto legata sia anche a quella probabilmente alla relazione precedente, ma è sicuramente legata alle sue esperienze di ricercatrice, che utilizza molto i modelli dell'analisi della narrazione e comunque delle pratiche narrative con i parlanti. Il titolo è un titolo molto evocativo. La prima frase che ho imparato è "You Think", multilinguismo ed emozioni nelle storie dei migranti. Do la parola proprio. Grazie Anna. Grazie. Ringrazio moltissimo la professoressa D'Agostino per avermi invitato, come sempre un piacere essere qua, soprattutto un piacere non essere in questo momento negli Stati Uniti, come potete immaginare. Allora, il mio intervento parte, diciamo, da un lavoro molto più tradizionale, se vogliamo, sulle storie, però vedo che arriva a conclusioni molto simili a quelle di Cecilia. Quindi cominciamo da questo. Quando ho iniziato a pensare al tema del mio intervento, cioè il multilinguismo nelle storie dei migranti, ho passato in rassegna tantissime storie che avevo raccolto, sia che mi erano state raccontate sia che erano state pubblicate in vari siti, e all'inizio mi sono concentrata su dati raccolti durante alcune ricerche che ho fatto sui migranti di origine latina, in particolare sui Dreamers, di cui parlerò in un momento. Da questa prima ricerca molto generale è venuto fuori che nelle storie raccontate nelle interviste o create per pubblici diversi, il multilinguismo non è affatto comune, anzi diciamo che rappresenta un fenomeno eccezionalmente circoscritto, ma che spesso si manifesta quando i parlanti ricordano o vivono emozioni particolarmente forti. Vediamo alcuni esempi appunto che vengono da uno studio che ho fatto a più riprese a partire dal 2015 e che ancora continuo a fare sulle storie pubblicate online da ragazzi in gran maggioranza latinoamericani che sono migrati da piccoli negli Stati Uniti e che ancora vivono in uno stato di permanente incertezza, in quanto non vengono concessi loro permessi di residenza permanenti negli Stati Uniti. Questi ragazzi si autodenominano Dreamers perché hanno creato un movimento chiamato United We Dream,
volto al riconoscimento dei diritti dei migranti. In particolare il loro movimento è nato inizialmente intorno all'obiettivo di spingere per l'approvazione del cosiddetto Dream Act, una proposta di legge che partì nel 2001 che avrebbe riconosciuto alcuni di questi diritti e garantito la residenza legale a milioni di non documentati. I Dreamers pubblicano continuamente delle storie personali per sottolineare la loro umanità e la singolarità delle loro esperienze e per combattere discorsi anti-immigranti che li presentano come degli invasori, come dei criminali, come una massa senza nome. Quasi tutti i Dreamer sono bilingui in spagnolo e in inglese e si rivolgono a un pubblico di persone in cui, presumibilmente, considerando sia i loro eventi live sia i commenti che ricevono sui loro social media, esistono sia individui monolingui che individui multilingui. Eppure una cosa che ho notato subito nel rivedere queste storie che ho raccolto è stata la quasi totale assenza di enunciati multilingui in queste narrative. Lo spagnolo appare in rarissime occasioni sia nelle storie che in altri tipi di post che i Dreamers pubblicano sulla loro pagina o sulle reti sociali. Tuttavia lo spagnolo ogni tanto fa capolino in queste storie e l'analisi di quando questo accade ci porterà a considerazioni importanti sul multilinguismo. I dati cui mi riferisco qui sono dati costituiti da 15 storie di vita personale pubblicate appunto in video dai Dreamers sulla loro pagina web e poi su YouTube per spingere l'allora presidente Obama ad ampliare le riforme volte ad assicurare la residenza ai migranti. Queste storie erano raccontate in prima persona. I narratori si presentavano inquadrati da una videocamera e parlavano guardando davanti a sé. Qualche volta alternavano la narrazione con l'esibizione di foto di famiglia. Le storie univano il racconto di come e perché il narratore o la narratrice erano arrivati negli Stati Uniti, delle difficoltà vissute da loro e dai loro genitori come migranti clandestini e spesso della loro trasformazione attraverso l'attivismo. Come detto, queste storie erano quasi completamente raccontate in inglese, ma ogni tanto spuntava qualche frase in spagnolo, sempre in coincidenza con sequenze in cui si parlava in modo emotivo di genitori o di particolari eventi che coinvolgevano la famiglia. Presento alcuni estratti, qui non metto i video ma solamente la trascrizione dei video, ma le storie sono tutte in video. In questo estratto questi sono tutti i pseudonimi. Carlos dice: quando i miei genitori non si sono qualificati per l'azione differita, l'azione differita era una proposta di Obama che è stata poi ritirata perché permetteva appunto loro di rimanere negli Stati Uniti. È stato molto straziante perché mi ha messo, come dire, sai che in spagnolo si dice entre la spada e la parete, tra il muro e la spada. Non so se ha davvero senso in inglese, ma in realtà significa, sai, che ci siamo trovati in una situazione molto difficile perché avevamo appena vinto qualcosa per noi giovani immigrati, ma i nostri genitori sono rimasti indietro. E sai, questo mi ha fatto capire quello per cui avevamo combattuto, è stato un successo per noi, è stato anche un successo per i nostri genitori, perché siamo finalmente felici di aver ricevuto. Come ho già detto, mio padre era felice che io lo avessi ricevuto, ma sapevo di avere la responsabilità di combattere per mio padre, combattere per mia madre, combattere per tutte le famiglie là fuori che non si erano qualificate per questo. Carlos racconta di come lui avesse gioito quando aveva ottenuto il permesso di rimanere e studiare e lavorare negli Stati Uniti, ma anche come improvvisamente si fosse reso conto della disparità di trattamento tra lui e i suoi genitori, che non godevano degli stessi diritti. In questo momento vediamo che usa l'aggettivo heartbreaking, cioè straziante, dopodiché abbiamo una pausa e una frase in spagnolo che trasmette il senso di impotenza.
A questa frase segue una traduzione e poi un commento metalinguistico seguito da un sorriso. Questa sequenza rappresenta dunque un momento di particolare emozione sia nella vita di Carlos che nel racconto di questo evento. È da notare anche che lui generalmente non sorride durante il video e non mostra nessuna emozione. Il suo caso non è certo isolato perché l'emergere di frasi o parole in spagnolo in questi racconti coincide sempre con momenti particolarmente emotivi in cui spesso appaiono come personaggi genitori. Un secondo esempio viene dal racconto di Maria, che dice, sempre traduco dall'inglese: ricordo il mio primo semestre, sempre di ritorno dal college. Ero nella mia stanza e mio padre entra e mi dice che sua madre, la mia abuelita, la mia nonnina, era morta la sera prima, dopo una lunga battaglia contro il cancro ai polmoni, e che penso che sia stata la prima volta che mi sono resa conto che c'era qualcosa di diverso per me e per la mia famiglia, perché mio padre non poteva andare al funerale di sua madre. Siamo rimasti negli Stati Uniti perché non avevamo documenti. Se mio padre fosse partito per il Messico, ciò significava che non sarebbe potuto tornare, e penso che sia stato il primo a capirlo, cos'era l'ingiustizia, Non pensavo fosse giusto dover vedere mio padre affrontare tutto ciò e che non potevo dire addio a mia nonna. In questo frammento Maria racconta un momento particolarmente drammatico della sua vita, in cui si rende conto delle conseguenze concrete del suo essere senza documenti. Il padre entra nella sua stanza per dirle che sua nonna è morta dopo una battaglia con il cancro e lei si rende conto che non può partecipare al funerale perché non può lasciare il paese. La drammaticità del momento, evocata non solo dalle parole relative alla morte della nonna, ma anche dalla sua reazione, mi sono resa conto di cos'era l'ingiustizia. Non mi sembrava giusto vedere mio padre attraversare quel momento. In questa sequenza Maria chiama la nonna abuelita, nonnina, in spagnolo, quasi a trasmettere il suo affetto per lei, il legame che la univa a questa persona lontana, cui non aveva potuto dare l'ultimo addio. Un ultimo esempio viene dal racconto di Florenzia, che accompagna il suo video con delle foto prese dall'album di famiglia. Queste sono le foto di me e mio fratello, sono solo per celebrare le feste messicane che abbiamo come questa. Questi due credo fosse il Dia della Virgen. A mia mamma piace dire che non mi piaceva mettere i vestiti quando ero piccola e io adoravo giocare con i nostri cuccioli perché avevamo tanti cani, galline e animali in casa nostra. Quindi queste sono solo foto di me che cerco di prendere i cani. Questa qua è una foto veramente vecchia ed è di me e del mio fratello maggiore e siamo in spiaggia e questo mi porta a bei ricordi perché andare in spiaggia con loro è sempre molto divertente. L'uso dello spagnolo qui è limitato al nominare il giorno della vacanza, il Dia della Virgen, ma coincide ancora una volta con un momento emotivo in cui Florenzia ricorda dei periodi felici della sua infanzia. Potremmo definire questi momenti come delle brevi incursioni nell'emotività, in racconti che in genere sono segnati da toni assolutamente neutri e pacati, perché sono racconti che sono stati creati dai dreamer per un pubblico che li vuole tranquilli, silenziosi, senza particolari emozioni e senza mostrarsi come dei migranti arrabbiati. Per cui i loro racconti sono assolutamente privi di emozioni, tranne in questi pochi momenti in cui appare lo spagnolo. Devo dire che la letteratura sulle emozioni è infinita e non avrei certo il tempo di riassumerla né di discutere le varie definizioni che sono state proposte su cosa siano le emozioni, ma in genere si è concentrata sul ruolo che queste ultime hanno nei processi di apprendimento e insegnamento delle lingue. Per esempio nel campo della second language acquisition
Gli studi dei meccanismi attraverso cui affetto ed emozioni influenzano lo sviluppo delle capacità linguistiche degli studenti e il modo in cui gli insegnanti si rapportano con essi. Quindi il racconto di storie viene spesso usato per avviare meccanismi di investimento nell'apprendimento. Questi temi sono stati oggetto di rinnovato interesse, tanto da far parlare Pryor parla di un affective turn, cioè un giro affettivo in questo campo. Questo interesse è stato rivolto non solo alle emozioni negative come l'angoscia, la rabbia, la paura, ma anche a quelle positive come la gioia, l'amore, l'orgoglio. Se ampliamo il campo e pensiamo invece ai rapporti fra emozioni e racconti, vediamo anche qui il legame fra il racconto e le storie e l'espressione di emozioni è strettissimo. Già dai tempi di William Labov nel 1972, lui aveva scelto il racconto di storie come terreno per studiare il parlato spontaneo, perché secondo lui, quando le persone raccontano, si immergono nel mondo narrato e non prestano più attenzione al modo in cui parlano. Aveva quindi parlato del lato del narrare come un atto in cui i parlanti non possono evitare di essere coinvolti. Ma anche la ricerca post-labodiana ha sottolineato questo stretto legame tra storie ed emozioni. Anche Ox and Capps hanno segnalato nel lontano 96 le narrazioni sono intrise di emozioni che possono essere gestite, intensificate o moderate attraverso tecniche di narrazione, plasmando così il significato sociale e personale della storia. Per esempio c'è un'ampia letteratura su come le storie siano uno strumento che permette agli individui di rivisitare i loro traumi, ma anche come uno dei generi discorsivi che a volte vengono impossibilitati dai traumi. Ladegard, per esempio, analizzando i racconti di donne filippine che lavorano a Hong Kong come domestiche, nota come le storie incentrate sugli abusi che queste donne hanno patito siano punteggiate da scoppi di pianto. Altrettanto anche la letteratura sulle storie come veicoli di comunicazione affettive e come capaci di suscitare affetti ed emozioni non solo in coloro che le raccontano, ma anche in coloro che le ascoltano. L'emozione e l'affetto sono centrali nelle storie che partiti e organizzazioni politiche raccontano per suscitare coinvolgimenti e partecipazione e nelle storie che gli utenti fanno circolare nelle reti sociali. Famoso è il caso studiato per esempio da Corina Giazzopoulos della circolazione della storia del piccolo Aylan Kurdi, figlio di un migrante annegato in mare nel settembre 2015, una foto e una storia che suscitarono un'ondata di solidarietà con i rifugiati siriani, purtroppo di breve durata. In sostanza il terreno delle storie da e sui migranti è uno di quelli in cui le emozioni più fortemente giocano un ruolo, sia nella costruzione sia nella ricezione. Ma sarebbe un errore guardare alle emozioni semplicemente come l'espressione di stati d'animo individuali o cercarne le cause e le origini esclusivamente nei processi neurolinguistici che sottostanno al funzionamento sociale degli individui. Al di là delle difficoltà di definizione, è chiaro che le emozioni hanno importanti risvolti sociali. Come nota Pryor, le emozioni non sono solo fenomeni biopsicofisici, sono anche fondamentalmente sociali e contestuali. Le emozioni sono definite dalle nostre lingue, culture, visioni del mondo, storie personali, relazioni e affiliazioni sociali. Lo stesso autore nota che le emozioni vengono comunicate ed espresse attraverso una gran varietà di strategie semiotiche, come visto anche dalle storie di cui ha parlato Cecilia. In un certo senso, quindi, l'analisi delle emozioni nelle storie dei migranti non ci porta solo a capire la loro vita e le loro esperienze individuali, ma ci apre una finestra su quelli che sono i conflitti cui queste persone vanno incontro e che vivono sulla loro pelle in quanto migranti. Come nota Bamberg, è attraverso il racconto di storie
che gli individui possono esprimere emozioni che non riflettono solo esperienze personali, ma anche conflitti sociali più ampi che permettono loro di contestare valori culturali diffusi, creando anche narrative alternative. Questo punto è di particolare importanza quando si parla appunto di ideologie linguistiche. Il multilinguismo appare come un fenomeno raro e spesso legato alle emozioni, perché i migranti sono tra le vittime principali di un'ideologia incentrata sul monolinguismo. In effetti la prevalenza del monolinguismo nelle storie dei boomers è un sintomo del potere dell'ideologia monolingue che domina non solo negli Stati Uniti, ma in più generale in quello che è stato chiamato il Global North, il nord globale. In tutti questi paesi l'ideologia linguistica dominante non solo predica l'assoluta necessità del monolinguismo, ma per preservare un armonioso sviluppo a livello educativo e per assicurare la pace sociale in generale, ma trasmette anche l'idea più o meno occulta che parlare la lingua del paese di accoglienza sia un dovere civico da parte dei migranti e che la loro capacità di farlo sia un sintomo della loro assimilazione e accettazione dei valori dominanti. Non ho lo spazio per approfondire oltre sulla maniera in cui questa ideologia linguistica viene disseminata e rafforzata, ma credo che la sua prevalenza spieghi la quasi completa assenza dello spagnolo nelle comunicazioni dei boomers e il fatto che l'uso di questa lingua nelle loro storie segnali una particolare valenza affettiva ed emotiva. Il rapporto conflittuale tra la propria lingua o le proprie lingue e quella o quelle del paese di arrivo o di passaggio è evidente in altri tipi di racconti di migranti che si centrano sull'apprendimento e l'uso delle seconde lingue. Anche qui in queste storie appunto raccontate spesso in interviste troviamo emozioni evocate dall'uso di seconde lingue che spesso sono forti e ancora più negative. Rabbia, frustrazione, tristezza sono spesso evocate in queste circostanze. Presento qui un esempio tratto da un corpus di interviste che facemmo con la mia collega Kendall King, sempre con donne migranti latinoamericane. Una di queste interviste mi rimase veramente impressa e ve la trasmetto qui perché avevo chiesto a una giovane donna come che lei aveva imparato l'inglese e lei mi aveva raccontato che era arrivata presto da giovane negli Stati Uniti e che aveva imparato a scuola, che però all'inizio non era riuscita per niente a comunicare con i suoi compagni di scuola perché c'erano delle grandi difficoltà di comunicazione tra i diversi gruppi. E qui racconta appunto a questo punto io le chiedevo com'era questa relazione tra questi gruppi, non ce n'era? E lei risponde non ce n'era di nessun tipo. E questa è stata una delle cose che mi ha fatto sentire strana, perché non saprei come dirti, come diciamo, quando vedevano che uno è latino, non lo so, sembrava che ci fosse un po' di discriminazione all'inizio, o forse non discriminazione, ma ho visto molta differenza tra, in che senso? Tra i gruppi, perché magari tu avresti voluto avere amici bianchi, ma neanche loro, i bianchi, erano molto amichevoli, come se ci fossero dei limiti in quanto al punto in cui si poteva arrivare. Non ho mai potuto avere un'amicizia con loro, almeno non quando ero appena arrivata. Ricordi qualcosa di quel periodo, qualcosa di specifico che ti è successo? Oh sì, la prima parola che ho imparato qui è stata still. Perché nel bagno c'era una ragazza afroamericana, mi stavo lavando le mani ed ero sola e mi ha aggredito e mi ha detto you still. Poi sono rimasta con quello nella mente e quando sono andata a chiedere a un'amica che parlava un po' di inglese, lei mi ha detto oh vuol dire che fa cattivo odore, che puzzi o qualcosa del genere. Quindi questa è stata la prima parola che ho imparato. Poi si comincia anche a sentirsi più intimiditi perché praticamente non stavo facendo loro niente. E ho sentito storie da molti dei miei colleghi, anche mia sorella, anche alcune ragazze afroamericane l'hanno aggredita nel bagno o nella scuola e l'hanno picchiata e l'hanno lasciata lì. Anche mia sorella era arrivata da poco.
Erano trascorsi 11 mesi dal suo arrivo. E cosa è successo? Perché? Senza motivo, semplicemente perché sono latine le greche. In questa storia raccontata interamente in spagnolo, Katia passa all'inglese solo per descrivere il momento climatico di un incontro con delle ragazze afroamericane che la insultano in bagno usando una frase in una lingua che le è sconosciuta e che lei non capisce, ma che le rimane impressa perché pronunziata nel mezzo di un'aggressione fisica. Katia racconta come ripensa all'episodio e quando finalmente può chiedere a un'amica scopre il significato di queste parole. In questa storia le emozioni negative sono spesso date da espressioni che riguardano il confronto fisico e verbale. Mi hanno aggredita, l'hanno picchiata, l'hanno lasciata là, puzzi, you stink. Ancora una volta dunque l'uso di una lingua diversa da quella di base usata nella storia coincide emotivamente con un momento drammatico per una ragazza come Katia. Ancora una volta l'emozione individuale ci porta verso la considerazione di esperienze sociali. L'apprendimento e l'uso dell'inglese per i latini negli Stati Uniti è un processo complicato che accompagna spesso la perdita e la negazione della propria identità profonda. Mettiamo ora a confronto questo esempio con altri esempi che invece vengono, per esempio, da una piccola storia raccolta durante un processo collaborativo di produzione di storie di migranti portato avanti da Gerardo Mazzaferro, con cui stiamo guardando a queste storie, e questa è una raccontata appunto nella produzione del video da una ragazza afghana che, vedete, usa un po' tutte le lingue del suo repertorio, alcune delle lingue del suo repertorio, perché vedete che alterna l'inglese all'italiano, per esempio raccontando il momento in cui parte, che poi verrà riprodotto nel video, questa notte sera che io non ho dimenticato, noi piedi, arriva in Iran di Turchia, 7 ore hanno i piedi, perché non posso di flashlight, non posso usare niente, solo vai a camminare, niente, dark, nothing. My mom, my dad and me, my brothers, just like this. When one of my family is falling down, we stay together. And also we sometimes help other, eccetera. Continua, ad alternare le lingue e quindi vediamo che passa liberamente qui da una lingua all'altra, come passa dall'italiano all'inglese e viceversa, e nel video passa anche all'uso del disegno, per esempio di risorse multisemiotiche che non sono solo la lingua ma che le permettono appunto di raccontare in un altro modo. Simili meccanismi di translinguismo li troviamo nelle storie pubblicate da giovani migranti sui social media in cui parlano con i loro amici. Un esempio di questo è tratto da una ricerca che da anni stiamo conducendo con Giuseppe Paternostro sulle comunicazioni online di alcuni giovani migranti, ex migranti. In realtà appunto siamo sempre qui al problema di come categorizzare dei giovani che ormai sono italiani praticamente, ma uno di loro pubblica una foto in cui si vede lui davanti al mare e scrive quella che Alexandra Greco chiamerebbe una piccola storia, in cui dice: non strapperò nessuna pagina dal libro della mia vita, le pagine che ho girato sono le lezioni che ho imparato e ciò non mi garantisce di non fare errori. E vediamo che le risposte vengono un po' in tutte le lingue del repertorio di questi amici, in italiano, in francese, in inglese, in una translingua che usano tutti coloro che usano i social media, che non è né inglese né italiano né francese, ma una mescolanza di risorse. Quindi una considerazione che emerge da questa analisi e da questi esempi è che il multilinguismo nelle storie dei migranti, anche quando essi parlano di esperienze complesse, può manifestarsi unicamente in condizioni in cui non sono in gioco relazioni di potere. E qui mi ricollego al discorso di Cecilia. E non sono in gioco profonde asimmetrie fra parlanti,
perché le lingue che fanno parte del repertorio linguistico non vengono immediatamente collegate con identità o situazioni in cui i migranti sono in stato di inferiorità sociale. Per esempio nel caso di Sahar, lei può parlare liberamente perché lei è parte della produzione del video. Nel caso dei migranti che scrivono sui social media, il multilinguismo non è neanche in discussione, è parte della loro vita, come sono parte le altre risorse semiotiche che utilizzano. Quindi le considerazioni che ho fatto finora penso abbiano dei risvolti pratici per quanto riguarda la ricerca con migranti e la possibilità che loro usino appunto liberamente la propria voce per esprimersi. L'esperienza di chi ha usato per esempio la creazione di storie digitali o di documentari o di teatro per facilitare o per permettere l'espressione dell'identità dei migranti ci conferma però la difficoltà di superare le barriere linguistiche poste dalle ideologie monolingui che dominano le nostre società. Per esempio in un intervento durante un recente incontro fatto da una collega che insegna a migranti di basso livello di alfabetizzazione, lei ha notato la difficoltà di convincere i migranti a raccontare le loro storie digitali in più lingue. Qui loro hanno portato a un progetto in cui queste persone di bassa alfabetizzazione creano delle storie digitali e vediamo che è stato estremamente difficile per loro che i partecipanti venissero fuori con storie che non fossero unicamente in inglese. Qui abbiamo un esempio, non ho il tempo di farvi vedere tutto il video perché voglio essere breve, ma From Guatemala to the US by Francisca Gomez. ok, vi metto dei pezzetti di questo video, vedete che alcuni pezzi sono in inglese e alcuni pezzi, quelli che sono in italics, sono in spagnolo. E quindi lei per esempio racconta come è creato da lei questa storia, dice come si è trasferita a Washington e dice però quando parla del Guatemala dice vivevo una vita povera, lo dice in spagnolo, con la mia famiglia, la mia casa era di adobe, lo dice in spagnolo, il mio pavimento era de tierra, lo dice in spagnolo. Vedete che qui lei usa lo spagnolo perché è stata in qualche modo incoraggiata a farlo, però non usa nessuna delle lingue indigene, non usa la sua lingua indigena, usa due lingue coloniali in un certo senso, quindi anche spesso in progetti in cui si cerca di favorire l'uso di diverse lingue proprio perché le relazioni sono quelle che sono, rimane diciamo, questa difficoltà di far emergere il multilinguismo tra le persone con cui si lavora. Quindi in un certo senso mi ricollego al discorso di Cecilia. Diciamo che cosa possiamo concludere dalla discussione di questi esempi? Da una parte direi che gli estratti che abbiamo analizzato esemplificano il legame che esiste tra lingue ed emozioni e tra queste ultime le storie che raccontiamo. D'altronde qui abbiamo tanta ricerca proprio sulle biografie linguistiche, come sappiamo molto bene dalla letteratura sul tema, le lingue che parliamo non sono tutte uguali per noi dal punto di vista emotivo, alcune lingue ci stanno nel cuore e per questo emergono prepotentemente anche durante le narrazioni, quasi a segnalare momenti particolarmente significativi nella nostra esistenza, tanto positivi come negativi. Come per esempio quando affrontiamo discriminazioni, aggressioni, eccetera. Quindi abbiamo visto anche come le emozioni puntino a conflitti collettivi e sociali e quindi l'analisi delle emozioni nelle storie ci può aiutare a capire la natura di questi conflitti. Abbiamo inoltre visto come negli utenti multilingui l'uso delle varie lingue del repertorio rappresenti la possibilità non solo di raccontare più liberamente le loro esperienze, ma anche quella di esprimersi più pienamente. La prevalenza del monolinguismo nelle storie dei migranti
migranti ci mostra dunque come la costante penalizzazione del multilinguismo abbia effetti gravi sulla percezione del valore e significato delle lingue nel repertorio, ma qui parlo a convertiti, particolarmente fra parlanti che appartengono a gruppi minoritari e vulnerabili, e come reprimere gli usi linguistici significhi anche reprimere l'espressione delle esperienze. Penso anche che la battaglia per imporre l'eguaglianza linguistica e l'accettazione dell'uso di diverse lingue nella vita quotidiana sia ancora tutta da fare e che passi attraverso la presa di coscienza della dignità linguistica di tutti i parlanti. Nello stesso tempo, però, il legame tra storie, lingue e emozioni può offrirci una guida per l'apertura di spazi di comunicazione vera, non solo fra migranti e ricercatori, ma fra migranti e membri della società di accoglienza. E qui concludo e ringrazio. Grazie Anna anche per il perfetto rispetto dei tempi, ringrazio entrambi. Abbiamo infatti una ventina abbondante di minuti per la discussione. Io anche qui mi limito, perché non voglio lasciare, vorrei appunto che fosse arrivassero domande al pubblico. Operativamente